Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de la TFM. Voici le sommaire de cette édition. Affaire de la dette dite cachée du Sénégal, l'avocat de l'ancien président Macky Sall saisit le Fonds monétaire international pour contester les 7 milliards de dollars allégués et demande des précisions sur la méthodologie de comptabilisation des engagements. 2021, nouvelle année de base des comptes nationaux du Sénégal, le rebasing est passé par là. Principal impact de ce changement, la révision à la hausse du produit intérieur brut. Explication à suivre dans ce journal. Également au sommaire, l'examen de la demande d'extradition de l'homme d'affaires et patron de presse Madiambal Diagne. La Cour d'appel de Versailles prononce en sursis à statuer et demande un complément d'information ainsi que des garanties à l'État du Sénégal. Prochain rendez-vous devant la justice française le 3 février 2026. Et puis nous reviendrons sur la distinction de Youssou N'Dour avec le prix SACEM 2025. C'était hier en France. C'est un nouveau front qui s'ouvre dans la polémique sur la dette présumée du Sénégal. Les avocats de l'ancien président Macky Sall ont adressé un courrier au Fonds monétaire international pour contester le chiffre avancé par la Cour des comptes pour le montant de la dite dette, soit 7 milliards de dollars américains. L'information d'abord donnée par nos confrères de Radio France Internationale a été confirmée à notre rédaction par maître Pierre-Olivier Sur, l'un des avocats de l'ancien président sénégalais. Les conseillers de Macky Sall demandent des précisions sur la méthodologie utilisée par la Cour des comptes et sollicitent une rencontre avec un responsable du FMI. Plus de détails avec Daniel Diouf. Une nouvelle étape dans la contre-offensive juridique de l'ancien président Macky Sall. Nos confrères de RFI.fr nous apprennent dans une publication du jour que les avocats du président Macky Sall ont adressé un courrier au Fonds monétaire international pour contester l'estimation d'une dette cachée de 7 milliards de dollars attribuée à son administration entre 2019 et 2024. Information confirmée par l'un des conseils de l'ancien président du Sénégal, en l'occurrence maître Olivier Sur, à la rédaction de la TFM. Le cabinet français FTMS interroge directement le FMI. L'institution a-t-elle validé ce chiffre sur la base de son propre audit des finances publiques ou uniquement sur les données transmises par l'État sénégalais? Les avocats pointent également des erreurs de méthodologie dans le rapport de la Cour des comptes. Ils accusent l'institution de ne pas avoir vérifié suffisamment la fiabilité des données utilisées. Dans leur courrier, ils demandent au Fonds monétaire international de clarifier la méthode retenue pour confirmer ces montants et de transmettre les documents ayant servi au calcul. Les conseils de l'ancien président sénégalais sollicitent enfin une rencontre officielle avec un représentant du Fonds monétaire international pour discuter du dossier sénégalais. Autre aspect de l'actualité, Madiambal Diagne reste en France. Pour l'instant, la Cour d'appel de Versailles a vidé son délibéré ce matin dans l'affaire de la demande d'extradition de l'homme d'affaires et patron de presse. Elle a prononcé un sursis à statuer jusqu'au 3 février 2026, à charge pour l'État du Sénégal de fournir des informations complémentaires sur la procédure de demande d'extradition, sur les faits reprochés à Madiambal Diagne et surtout les garanties d'un procès équitable s'il devait être jugé au Sénégal. À sa sortie d'audience, Madiambal Diagne a parlé de victoire et d'une belle leçon de justice administrée à ses poursuivants. Aujourd'hui, la justice a considéré que le dossier présenté par le Sénégal est un dossier totalement léger, pour ne pas dire vide. La Cour d'appel de Versailles a demandé à ce que le gouvernement du Sénégal se justifie par rapport à sa demande d'extradition. Se justifie sur la qualification des faits, leur incrimination pénale et même la périodicité, la période de commission de ces faits, mais aussi le circuit de transmission de la demande d'extradition. Comme vous l'avez suivi, on avait dénoncé le fait que c'était par des chemins de travers que la demande d'extradition avait été introduite ici, par des procédés qui ne sont peut-être pas des procédés tout à fait orthodoxes. Voilà ce que la justice a constaté. La justice aussi a considéré que dans le contexte actuel,
le Sénégal n'offre pas encore de garanties suffisantes pour un procès juste et équitable pour moi au Sénégal, et le gouvernement du Sénégal doit se justifier et donner des garanties par rapport à cela. Donc la Chambre d'instruction a imparti un délai au gouvernement du Sénégal de se justifier donc jusqu'au 23 janvier, et nous avons une audience le 3 février pour revenir ici, et en osant espérer qu'à cette audience-là, la question sera tranchée, parce que comme l'a dit Maître Brenga, on sait parfaitement, et nous tous nous savons parfaitement, que le gouvernement du Sénégal ne pourra pas apporter les justifications demandées par la justice française. Vous êtes confiant par rapport à la date de l'audience? Absolument, totalement confiant, rassuré que le droit soit dit, rassuré que les droits élémentaires soient sauvegardés, et que la justice française est tranchée en toute sérénité, en toute liberté, en toute indépendance, et c'est ce qui me conforte. Venons-en maintenant à la vive tension qui a été notée ce matin à l'université Gaston Berger. Les étudiants ont tenté de barrer la route nationale numéro 2 aux alentours de 8 heures, mais la gendarmerie s'y est opposée. Deux blessés du côté des étudiants qui réclament la réintégration des ayants droit de la bourse sur les états de paiement et l'achèvement des travaux de la plateforme du village haut et le chapiteau du Resto 2. On écoute à ce sujet la réaction de Fodé Moussa Diatta. Il est membre de la coordination des étudiants de Saint-Louis. Il est au micro de Seynou Diop. Dans un contexte bien défini, nous tous savons qu'actuellement les universités vivent des conditions difficiles. Aujourd'hui, à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, nous avons presque dépassé depuis largement notre capacité d'accueil. Les restaurants, nous n'avons pas la possibilité de nous restaurer convenablement. On ne peut même plus parler de sécurité au sein de l'université. Les salles sont archi pleines. Les étudiants ont dépassé largement la capacité d'accueil de l'université. Mais malgré cela, les étudiants arrivent à gérer et à étudier dans ces conditions. Maintenant, au lieu de nous laisser cette maigre chose qui constitue notre dignité, aujourd'hui les autorités veulent nous l'enlever. Nous n'allons pas l'accepter. Aujourd'hui, nous n'allons jamais l'accepter. C'est pour cela que nous indexons directement le Premier ministre. Nous indexons le Président de la République pour lui dire de prendre leurs mesures. Parce que nous n'allons pas reculer. Nous allons continuer jusqu'à ce que le droit de l'étudiant soit respecté. Parce que la bourse représente l'intégrité de l'étudiant. Nous vivons des conditions difficiles dans les universités. Nous n'allons pas accepter qu'en plus de ces conditions difficiles, qu'on nous retire nos dignités. On tient toujours nos actions sur le terrain. Et tant que la situation n'a pas évolué et qu'on n'a pas payé intégralement la bourse aux étudiants et qu'on n'a pas remboursé aux étudiants ce qui leur est de droit, on ne va nullement reculer. Et puis cette réaction de la Fédération nationale des associations de parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal suite aux affrontements entre étudiants de l'UGB et forces de l'ordre et après les différentes manifestations sur les campus de Kaolack, Kaffrine et Dakar ces dernières semaines pour de meilleures conditions de vie et surtout pour le paiement des bourses. La FENAPES interpelle le ministère de l'Enseignement supérieur pour la recherche d'une issue rapide et heureuse à cette revendication légitime et commune à toutes les universités. La fédération invite également les étudiants à la retenue et à privilégier le dialogue à la place de la confrontation. Grève annoncée mais service normal au centre de santé Baïtala Diop, ex-Dominique de Pikine. Alors que la coalition Jonction des luttes Andegesem Satsus avait appelé à un mouvement d'humeur les 25 et 26 novembre, le centre a continué à recevoir des patients normalement. Les malades ont afflué, le personnel soignant a fait tout son possible pour les prendre en charge. Dans ce reportage signé Abib Faye. La Jonction des luttes Andegesem Satsus avait annoncé un mouvement de grève de 48 heures. Mais au centre de santé Dominique Baïtala Diop de Pikine, difficile de constater le moindre effet. Tout semble se dérouler comme un jour ordinaire. Non, il n'y a pas de grève ici. Du moins, je ne suis pas au courant. L'essentiel, c'est que notre malade soit prise en charge, qu'elle soit consultée à temps et qu'elle se sente mieux. Consultation, vaccination, soins d'urgence, les services tournent à plein régime. Le mot d'ordre de grève n'a pas visiblement été suivi et la plupart des patients ignorent même qu'une mobilisation était prévue. Non, Je n'étais pas au courant de la grève. On ne sent rien ici. J'ai déjà acheté mon ticket et j'ai vu mon médecin. Il m'a même orienté vers un autre spécialiste. Donc, je ne ressens absolument pas l'impact de la grève. Malgré l'appel national au mouvement d'humeur, le centre est inondé de malades. Venus chercher un traitement ou un suivi, le personnel soignant s'organise pour répondre à l'affluence et assurer la continuité des soins.
Je suis venu faire les examens que je devais réaliser et j'attends maintenant mes résultats. Honnêtement, c'est vous qui m'avez informé de la grève. Pour ma part, j'ai obtenu satisfaction pour ce que je suis venu chercher. Entre annonce syndicale et réalité du terrain, la coalition réaffirme son mot d'ordre pour les 25 et 26 novembre. En insistant sur le respect des urgences et du service minimum, elle maintient également la marche prévue le 26 novembre en tenant le gouvernement pour seul responsable de toutes conséquences de la crise actuelle. Nous en venons maintenant à cette affaire aussi grave qu'insolite. Un réseau criminel international de trafic d'êtres humains doublé de proxénétisme a été démantelé par la police dans le sud du pays. 6 personnes ont été déférées au parquet, puis encore, en l'espace de 5 mois seulement, la police a neutralisé au moins 6 réseaux criminels internationaux s'activant dans le trafic de drogue et de faux documents. Le récit de Boubacar Diassi. C'est la police qui a donné l'information à travers ses réseaux sociaux. Elle a procédé au démantèlement d'un réseau criminel international de traite et de proxénétisme. Ce réseau opère entre la Sierra Leone, la Guinée-Conakry et le Sénégal. Dans ce tweet accompagné de cette photo, la police nationale informe que 6 personnes ont été déférées. L'enquête révèle selon la police la vente de près de 15 filles. Si ce cas semble insolite, il n'est pas pour autant isolé. Les réseaux criminels internationaux sont très actifs dans la région sud du pays. Le 14 novembre, à Ziguinchor, la DNLT a déféré 3 personnes pour un vaste réseau de faux documents sénégalais et guinéens. Un suspect interpellé détenait plusieurs centaines de cartes nationales d'identité, des extraits de naissance et des actes de mariage falsifiés impliquant des agents municipaux. Le 14 novembre toujours, à Ziguinchor, un réseau de trafic international de drogue est démantelé. Le commissariat central de Ziguinchor a interpellé un individu en provenance d'un pays frontalier. La police a saisi 194 comprimés d'ecstasy et de skun dissimulés dans des pots de café. Le 12 novembre, la police de Ziguinchor a arrêté 3 individus pour trafic international de cocaïne. Elle a saisi 70 boulettes de cocaïne estimé à 415 grammes, dissimulés dans des ceintures à amulettes. Un suspect est arrêté à l'entrée de Ziguinchor en provenance de la Guinée-Bissau. 2 autres ont été appréhendés à Mbour. Le 5 août, à Ziguinchor, lors d'un contrôle sur l'axe Bignona-Ziguinchor, 2 personnes de nationalité étrangère ont été interpellées par le commissariat central de Ziguinchor. La police a saisi 29 kepas de kush. Le 15 juillet, la police de Yamatogne a saisi de la drogue. Un ressortissant étranger est interpellé, détenant 50 boulettes de hashish. Il comptait les revendre en Gambie. Et puis cette agression mortelle près d'un village de Richard Toll. Mohamed Ndiaye, un étudiant de l'ISEP de Richard Toll, a été mortellement blessé sur la RN2 à l'entrée du village de Kerbiran. Son ami qui l'avait supporté sur sa moto a été évacué à l'hôpital de Richard Toll. Une enquête a été ouverte pour élucider cette affaire. Plus de détails avec Ousseinou Diop. Ndiaye, étudiant à l'Institut supérieur de l'enseignement professionnel du Sénégal de Richard Toll, a été mortellement agressé sur la route nationale numéro 2 il y a quelques jours. Les faits se sont déroulés à quelques mètres du village de Kerbiran, à moins de 2 km de la ville de Richard Toll. Selon nos informations, 3 individus non identifiés ont violemment attaqué l'étudiant de l'ISEP de Richard Toll et son ami, qui se trouvait à bord d'une moto qui les transportait. L'un des malfrats a porté un coup fatal à Mohamed Ndiaye, qui a succombé quelques minutes plus tard après la chute des 2 jeunes sur le bas-côté. Selon toujours nos sources, les agresseurs voulaient s'emparer de la moto de Mohamed Ndiaye et de son ami. Originaire de Dagana, Mohamed Ndiaye était un jeune dynamique. Sur ces images, il aidait sa propre maman à préparer le couscous pour vendre le produit dans toute la ville de Dagana pour survivre. L'étudiant de l'ISEP de Richard Toll, Mohamed Ndiaye, est décédé sur le coup, tandis que son ami a été évacué à l'hôpital de Richard Toll suite à ses blessures. Après les constats d'usage, les éléments de la brigade territoriale de gendarmerie de Richard Toll ont ouvert une enquête qui avance à grands pas selon nos sources pour mettre hors état de nuire les auteurs de cet acte criminel. C'est l'un des titres de ce journal. Les comptes nationaux du Sénégal changent d'année de base. Un rebasing qui a entraîné une modification de l'ensemble des agrégats macroéconomiques dont le produit intérieur brut. Une révision qui a aussi permis de mesurer l'évolution des différents secteurs de l'économie. La NSD a présenté ce matin les principaux résultats du changement d'année de base des comptes nationaux du Sénégal. Compte rendu d'Issa Prera
Mohamed Dian. L'année de référence pour lire l'économie sénégalaise, c'est 2021. Un rebasing des comptes nationaux et de ses résultats qui va refléter la réalité de notre économie. Le Sénégalais lambda doit comprendre qu'on a maintenant un nouvel instrument, un nouvel outil qui est mis à jour et qui permet de faire une meilleure mesure de la richesse créée au niveau national. Et cet instrument de mesure nous montre que par rapport à l'ancien instrument dont on disposait, lorsqu'on mesure la richesse créée au niveau national pour l'année de base qui est l'année 2021, nous nous retrouvons avec une réévaluation de la richesse de 13,5%. Cet instrument de mesure également nous montre qu'il y a une structure de l'économie qui est différente de celle qu'on avait mesurée jusqu'ici avec l'ancien outil, la base 2014. Donc au gré de l'ensemble des opérations de collecte qui ont été menées pour avoir une couverture beaucoup plus élargie de l'économie, mais également aussi pour améliorer les sources de données qui étaient déjà existantes. Une mise à jour des instruments de mesure des comptes du pays. Le dernier rebasing date de 2014. Le changement d'année de base des comptes nationaux est l'instrument qui nous permet de renouveler l'appareil qui permet d'élaborer les comptes de la nation. Le Sénégal est passé d'une année de base 2014 à une année de base 2021 depuis ce jour, à l'issue des travaux qui ont démarré au mois de mai 2023 et qui ont consacré un certain nombre d'opérations de collecte de données, mais aussi l'exploitation de sources de données déjà existantes, mais également l'amélioration des méthodologies d'estimation et de calcul du PIB. Une révision qui offre un regard plus moderne, plus fidèle et plus solide de l'économie, un bon outil de planification pour le public, mais aussi d'investissement pour le privé. Économie toujours avec l'ouverture du Forum national sur la facilitation du commerce c'était ce matin à Diamniadio. Le Sénégal donne ainsi le coup d'envoi d'une semaine décisive pour la modernisation de ces échanges commerciaux avec l'ouverture donc de ce forum entre la volonté de renforcer la compétitivité nationale et la nécessité d'accélérer la digitalisation. Les autorités et acteurs portuaires tracent la voie d'un commerce plus rapide, plus transparent et résolument tourné vers l'avenir. Compte rendu, Abdou Diouf et Ahmadou Bamba Samba. Le Forum national sur la facilitation du commerce s'est ouvert au centre de conférence international Abdou Diouf de Diamniadio, un rendez-vous stratégique qui lance une semaine entière consacrée à la modernisation des procédures et à la fluidification des échanges. Pour le secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce, cette rencontre permet de renforcer la compétitivité du pays. Le processus qui a été mis en place par ces acteurs, notamment le Gaïndé 2000, la douane et le port, aujourd'hui permet de booster la compétitivité du Sénégal, permet d'accroître l'attractivité de notre pays à travers donc, ce processus de dématérialisation. La réunion d'aujourd'hui a permis, en tout cas va permettre dans les séances qui vont suivre, de faire le bilan des réalisations. Quand vous faites un processus du genre, il faut évaluer les performances. Au cœur des discussions, un mot revient, la digitalisation, un enjeu majeur, notamment pour le port autonome de Dakar. Son directeur général rappelle que l'avenir du commerce passe par des solutions numériques capables de réduire les délais et d'améliorer la transparence. Vous savez, un port, c'est d'abord de la performance. La performance du port passe par la fluidité des opérations. Alors, qui dit fluidité des opérations dit rapidité. La rapidité, justement, on la trouve dans tout ce qui est digitalisation. Et à travers cela, je pense que Gaïndé 2000, le port autonome de Dakar et la direction générale des douanes ont une collaboration historique qui aujourd'hui se manifeste clairement dans tout ce qui est guichet unique. Moi, à mon arrivée, en tout cas, le guichet unique était quelque peu balbutiant, en tout cas au niveau du port. Et j'en ai fait une surpriorité. J'ai dit au niveau des agents du port que ça, c'est l'avenir du port. Face à un monde qui avance à grande vitesse, le Sénégal choisit clairement sa direction, digitalisée pour rester dans la course.
Et puis une commission consultative sur l'aquaculture a été installée ce matin. Il s'agit de 22 membres issus de différentes structures du public et du privé. Leur rôle est d'apporter leur contribution au développement du sous-secteur. Mamadou Abibou Diagne, secrétaire général du ministère de la Pêche, revient sur l'importance de cette commission au micro de Fatou Bintou Conté et Amadouba. Travailler dans un cadre de concertation régulière pour examiner, pour faire des propositions, pour faire des observations en matière d'aquaculture auprès de l'autorité chargée de l'aquaculture. Le principal, c'est de travailler, c'est de s'enquérir de toutes les questions relatives à l'aquaculture, de par son développement, aussi les questions aussi d'attribution sur le foncier, les questions de développement durable de l'aquaculture constituent un axe principal en termes de sécurité alimentaire, en termes d'apport en protéines d'origine animale, en termes aussi de création d'emplois. Donc tout cela constitue aussi vraiment des objectifs et que je pense que la commission va avoir comme principale mission d'aider aussi, d'accompagner l'autorité en charge de l'aquaculture, de pouvoir avoir les meilleures orientations et de pouvoir aussi prendre les meilleures décisions. Une délégation de l'Alliance des forces de progrès conduite par son secrétaire général, le député maire Mbaye Dione, a été reçue ce mardi 25 novembre en audience par l'archevêque de Dakar, Monseigneur André Gueye, à la cathédrale de Dakar. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une tournée initiée auprès de différentes familles religieuses du pays. Au terme de l'audience, le secrétaire général a réaffirmé sa volonté de contribuer au renforcement d'une démocratie stable et apaisée au Sénégal. Nous l'écoutons au micro d'Alioune Diagne. Rappeler dans le cadre des visites de courtoisie que la nouvelle direction de l'AFP a initié au niveau des autorités religieuses, nous avons eu l'opportunité et le grand honneur d'être reçus aujourd'hui par l'archevêque du diocèse de Dakar, Monseigneur André Gueye, à la tête d'une importante délégation de notre parti, composée de tous les segments du parti. Nous avons été reçus avec tous les honneurs. Nous avons, au nom des militants de l'AFP, réaffirmé notre engagement ferme pour un Sénégal uni, pour un Sénégal de paix, pour une cohésion sociale et que tous les Sénégalais puissent vivre dans un environnement sain. Ça a été toujours l'engagement de l'AFP et c'est ce rôle que la nouvelle direction entend continuer à jouer. Et c'était l'occasion pour nous également de rappeler à l'Église qu'elle a été toujours présente dans des moments difficiles, dans les moments de tension politique, sous tous les différents régimes qui se sont succédés. Politique toujours dans le cadre de la massification de la coalition Diomaye Président, le mouvement des grands électeurs entame une tournée nationale pour installer des coordonnateurs dans tout le Sénégal. À Fissel, où débute cette activité, le mouvement de soutien à Bassirou Diomaye Faye déplore les attaques à l'endroit du président dirigées par des directeurs et autorités. Une réponse leur sera donnée lors des prochaines élections auxquelles la coalition à l'occasion desquelles la coalition dit qu'elle montrera toute sa force. Compte rendu de la rencontre des Matidien et Mamadou Gueye. Fissel Mbadane est le point de départ pour une tournée nationale du mouvement des grands électeurs qui soutient la coalition Diomaye Président. L'objectif est de massifier la dite coalition conformément aux vœux du président de la République. Son Excellence a appelé à une massification. Nous, on était déjà inscrits dans cette dynamique-là pour faire le tour du Sénégal. Les Sénégalais qui nous entourent savent pertinemment que ces élections locales-là, de 2027, la coalition Diomaye Président est prête justement pour concourir tous les communauté. Cette tournée est aussi une adhésion aux initiatives entreprises par Aminata Touré, coordonnatrice générale de la coalition Diomaye Président. Matsen, désigné coordonnateur des grands électeurs à Fissel, prend des engagements. À partir
partir d'aujourd'hui, Maintenant que je suis installé coordonnateur, toute la communauté de Fissel et moi allons travailler pour la coalition Diomaye Président. Le mouvement de soutien à son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye n'est pas indifférent aux attaques auxquelles est victime le chef de l'État sur les réseaux sociaux. Le président Serigne Moustapha Cissé Diawal alerte. Ces insultes vont cesser et ces directeurs qui se mettent aussi n'ont pas de vergogne. Ils savent qu'ils sont sous l'autorité du président de la République et pourtant ils sont les premiers à insulter. Nous allons faire tout ce qu'il faut pour qu'ils arrêtent ces agissements. Le mouvement des grands électeurs se dit déterminé à accompagner le chef de l'État pour un mandat prospère. Il appelle par ailleurs tous les Sénégalais à plus de sérénité et au pardon pour préserver la cohésion sociale. Revenons maintenant sur le prix SACEM 2025 attribué hier à Youssou N'Dour pour son album Éclairer le monde, occasion saisie par Youssou N'Dour pour revenir sur la world music sous tous les styles de musique. C'est pour cela qu'il a fait appel à un grand producteur très talentueux, un trophée qu'il dédie à sa sœur Ngoné Ndour qui se bat pour les droits des artistes au Sénégal. Youssou N'Dour a gratifié le public de belles chansons. Compte rendu par Faraning. feneen lii ma yëg baatin la moo tax doxinu Cheikh C'est par ces notes de musique extraits de l'album Éclairer le monde que Youssou N'Dour a célébré son prix SACEM, une prestation XXL aux Folies Bergères où le public admire la recherche du world music et l'ouverture artistique planétaire. Baay Faal si kër lay fanaane lu mu am jox Bamba toog di déglu ndigal Faal. Cet album Éclairer le monde, pour moi, c'était une manière de ressourcer encore la world music. Vous savez que la world music, c'est quand même la source de tous les styles de musique. Et à partir de ce moment, donc je me suis dit, il faut aller chercher quelqu'un. Et j'ai rencontré Michael League, qui est un grand producteur, qui a impliqué Widi, Brahma. Et ils ont respecté ma musique, ils ont respecté mon univers, les instruments qui tournaient autour de moi. Et ils ont apporté quelque chose qui donne cet album, qui amène cet album à un certain niveau. Une distinction très particulière pour le leader du Super Étoile, qui dédie ce trophée à sa sœur Ngoné. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il y a une partie de ma famille qui est là ce soir, mon épouse, mon fils, mes amis. Ils sont tous là, et voilà, merci. Et je voudrais dédier cette distinction à une sœur très chère qui s'appelle Ngoné Ndour, qui se bat pour le droit des artistes au Sénégal. Une occasion pour le roi d'Imbalax de gratifier au public une belle chanson d'amour. Dina la bëgg ba sànq la nekk yow rek leneen la bu ko di mbëggeel ay coono la bu ko weddi ay coono la nangu leen ko. Ce même album Éclairer le monde est nommé aux Grammy Awards dans la prestigieuse catégorie Best Global Music Album. Il s'est vu attribuer cette distinction en 2006 grâce à l'album Égypte. Nous revenons également sur la disparition de Jimmy Cliff, l'une des légendes de la musique reggae qui s'est éteint à l'âge de 81 ans hier. Son parcours, son combat, sa musique et son attachement au continent africain, revisité dans cet entretien avec Fodé Silla, ancien président de SOS Racisme, entretien accordé à Aminata Mbaresso.
reportage. Ce qui force le respect, c'est que Jimmy Cliff a mis son talent de chanteur, d'interprète d'abord pour créer un courant musical, d'abord en créant le ska, ensuite le rocksteady, enfin le reggae, qui est quand même avant tout des chansons qui ont du sens, engagées au service de la paix, au service de la justice et de l'humanité. L'Afrique, une terre d'inspiration, une terre qui comptait pour lui. Il y a séjourné à la recherche de spiritualité et de reconnaissance de soi. Dès les années 70, en 1974, il va aller à la rencontre de Fela au Nigeria et de l'Afrobeat. Et ensuite, il va faire des tournées partout en Afrique du Sud, au Sierra Leone et en Gambie. Et lorsqu'il arrivera au Sénégal, comme il est toujours dans ce rattachement au continent d'origine, à cette quête spirituelle, il va adhérer totalement au mouridisme. Et après sa visite dans la ville sainte de Touba, il va embrasser et se convertir à l'islam en se réclamant du discours d'unité. Son engagement contre toute forme d'injustice a inspiré de grands artistes, aussi bien au Sénégal que dans d'autres États. Voilà qui met fin à ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Restez avec nous dans un instant, notre invité de ce soir.